Professeur Didier Raoult, il semble que votre successeur ait été choisi. Qu'en pensez-vous et qu'allez-vous faire après? Oh ben écoutez, d'abord je suis content qu'on ait trouvé un successeur pour qui j'ai la plus grande estime, qui sera, si tout se passe bien, il y aura un conseil d'administration qui entérinera le choix qui a été fait par le comité de recherche dirigé par Monsieur Schweitzer avec de très très grands scientifiques. Donc j'ai tout à fait confiance dans leur choix. J'avais dit que je m'en mêlerais pas, je m'en suis pas mêlé. Parce que le destin maintenant de l'IHU c'est pas moi qui en suis le maître et qui en serai le maître à l'avenir. Dedans, et effectivement, il est vraisemblable que mon intervention d'aujourd'hui est la dernière, parce que ensuite, je n'aurai pas de légitimité pour parler sur la chaîne de l'IHU pour transmettre des informations générales. S'il y a des séminaires auxquels on m'invite, on verra bien. Mais donc c'est une communication qui a été faite par l'IHU parce que le comité international nous avait dit que l'IHU n'avait pas assez de lisibilité. Je pense qu'il en a une qui est suffisante actuellement. Donc voilà, moi je redeviens un professeur émérite ordinaire, donc j'ai des étudiants qui sont inscrits en thèse que je veux amener à la fin de leur thèse, donc qui prendra 2 ans. Je ne prendrai pas de nouveaux étudiants à partir de septembre. Et puis il y a 2 ou 3 projets que j'ai en cours que je voudrais terminer. Et puis je ne me mêlerai plus institutionnellement, ni de la direction, ni de gestion, ni de l'organisation de l'IHU, parce que le temps a passé et que j'ai pas l'habitude de faire ce dont je n'ai pas la responsabilité. Dans le temps, j'ai été président d'université et je ne me suis jamais mêlé de la gestion de l'université. Une fois que j'en suis parti, j'ai laissé le président de l'université s'en occuper quand il a été à partir du moment où il a été en place. Donc c'est pas ma nature d'aller m'occuper de choses dont j'ai pas la responsabilité. J'ai déjà beaucoup de choses à faire par moi-même. J'ai pas besoin d'aller m'occuper des affaires des uns et des autres. Et quel regard portez-vous sur le bilan de l'IHU? Si vous voulez, en pratique, la semaine dernière, oui, je faisais passer 2 thèses que j'ai encadrées, qui sont deux thèses qui sont faites par des étudiants étrangers. Soit ils étaient libanais, vous voyez, c'est 2 thèses énormes. Celle-là est une thèse qui est faite sur un nouveau microscope de table, microscope électronique de table qu'on développe avec Hitachi. L'étudiant qui a passé sa thèse avait participé à 19 publications internationales. Je ne sais pas si vous suivez ce que je raconte sur cette chaîne, mais c'est quelque chose qui est colossal, près de 600 pages. Et celui-là est un autre étudiant libanais qui a travaillé sur le dernier groupe bactérien sur lequel nous travaillons, qui est celui de mini-microbes, qui représente à peu près peut-être 27% des bactéries qui étaient totalement ignorées au XXe siècle, et sur lequel on a pris une place de leaders mondiaux, on est leaders mondiaux sur ces mini-microbes chez l'homme. Et là aussi, ça fait 19 publications internationales. Il y a déjà une place de postdoc dans un très très bon laboratoire. Donc j'ai fait ce métier pour ça, moi, pour former des gens comme ça qui arrivent avec qui sortent d'ici avec une thèse, avec des CV qui leur permettent de se placer partout. Moi, j'ai encadré personnellement un peu plus de 100 thèses de sciences. Les gens qui me l'ont beaucoup reproché en disant qu'on ne pouvait pas encadrer plus d'une thèse tous les 3 ans, mais comme je travaille beaucoup, je les vois tous 3 fois par semaine, et donc ils font des thèses avec des productions scientifiques qui sont absolument hors du commun. Donc les gens qui viennent ici savent que il y a une dynamique de scientifique qui est considérable. Voilà, et ça se traduit par une production scientifique qui est hors du commun, qui est la raison pour laquelle les IHU ont été faits, parce que c'était le problème, à mon sens, des IHU, de notre IHU, et que ces IHU ont été faits parce que le pays était en train de se rendre compte
qu'il y avait une espèce d'affaissement de la France, de la recherche française, en particulier dans le domaine des sciences de la vie et de la médecine, depuis quelques années. C'est vrai que si vous reprenez les chiffres, si vous voulez, la France est passée de la 4e à la 10e place mondiale en quelques années, et que c'était une des tentatives de réponse à comment les IHU était une réponse pour trouver comment relancer la recherche dans ce pays. Donc nous, de ce point de vue-là, on est content. On a plus de chercheurs hautement cités que n'importe quel institut en France. On a une production scientifique qui n'a pas cessé d'augmenter, et y compris pendant cette période cruciale du Covid. Vous voyez, si vous reprenez la production scientifique aujourd'hui dans le domaine du Covid, vous voyez qu'il y en a 4 dans les 6 premiers qui ont été ici. Et si vous regardez la production scientifique ici, l'IHU, pendant cette dernière année, eh bien, elle a encore augmenté de 10%, alors que la France, elle, n'a augmenté que de 4%, c'est-à-dire la plus faible augmentation de tous les grands pays scientifiques. Donc, nous avons joué notre rôle, peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a suscité tellement d'irritation, parce qu'à côté de ça, alors que les hôpitaux sont tous en train de se dégrader à une vitesse folle, le bâtiment ici qui date de 2016 est en parfait état, il est comme neuf, on a les taux d'absentéisme les plus bas de l'assistance publique, on n'a pas de fuite de médecins, on n'a pas de plainte de malades, ce qui nous différencie beaucoup des autres, et c'est pour ça qu'on nous harcèle d'ailleurs. C'est parce qu'on est trop atypique, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal ici. C'est pas normal que la science continue, que les malades soient contents. C'est le pôle le plus bénéficiaire de toute l'assistance publique. La dernière analyse des pôles m'a montré qu'il avait fait 12 millions d'euros de bénéfices dans un hôpital qui a un déficit chronique impressionnant. Et donc, il a une forme qui est totalement anormale. L'autre point que nous devions faire, c'est de nous occuper des étudiants. Vous voyez là, en tout, on a accueilli 3000 étudiants depuis la création de l'IHU, avec différentes situations, des étudiants en médecine, bien sûr, et puis des gens qui sont venus passer une thèse de sciences, des gens qui sont venus après leur thèse de sciences, des gens qui sont venus pour leur master, des gens qui sont venus pour tous les stades. Enfin, en tout, il y en a 3000 qui sont passés, et puis qui sont venus d'un peu tous les pays du monde. Vous voyez que, bien sûr, beaucoup des pays francophones, mais d'un peu tous les pays du monde. Et puis, on leur a demandé récemment, parce qu'on a fait l'objet d'investigations hostiles, s'ils étaient contents ou pas. Et donc, on leur demandait s'ils étaient satisfaits ou pas de leur encadrement pendant qu'ils étaient ici, et donc ils nous ont répondu que dans l'ensemble ils trouvaient que c'était très satisfaisant. Et donc on a fait, sur le plan médical, on estime qu'on a fait notre travail, et les malades trouvent aussi, donc c'est bien. Sur le plan, le bâtiment était un des éléments que nous avions mis dans notre programme, parce qu'on pensait qu'il fallait absolument avoir des sites pour faire face à des situations critiques. Donc on est toujours d'accord avec nous-mêmes, on pense qu'il fallait le faire. Je pense que d'ailleurs il va s'en faire d'autres en France, de sites comme ça, de clusters sur les maladies infectieuses. Il n'y en avait aucun, on n'avait fait aucun institut de recherche en maladies infectieuses depuis l'Institut Pasteur. Donc il fallait relancer les choses. Bien entendu, quand on fait ça en disant, vous savez, on a fait ça parce que les situations actuelles ne permettent pas de faire face à une situation comme celle-là, bien entendu, ça crée des controverses extrêmement importantes, puisque c'est basé sur le fait qu'on considère que effectivement les instituts en place ne sont pas susceptibles de faire face à une situation telle que celle-là. Donc c'est un des éléments de l'hostilité absolument considérable dont j'ai en particulier été l'objet. Donc je suis content de plus m'en mêler. J'estime que j'ai fait aussi bien que ce que j'étais capable de faire. Et donc je souhaite effectivement pas être un personnage public
dans cette situation. Beaucoup de gens ont fantasmé sur d'éventuelles velléités politiques que j'aurais pu avoir si j'avais voulu être élu. J'aurais été depuis bien longtemps. J'avais voulu l'être dans la politique, je veux dire. Et donc, j'ai pas plus voulu l'être là qu'à d'autres moments. Je sais que ça a beaucoup suscité d'interrogations et d'inquiétudes. C'est pas mon problème, c'est pas mon propos, c'est pas ma compétence. Donc, la question s'est jamais posée. Et ensuite, donc, je me mêle pas de la politique, sauf à dire ce que je pense être le plus utile dans les domaines que je connais, c'est-à-dire le domaine de la recherche, le domaine de la santé. Donc là, j'ai une opinion. Je souhaite beaucoup de courage à ceux qui ont maintenant de nouvelles responsabilités dans ce domaine-là, parce que je pense que la situation est extrêmement difficile, extrêmement complexe, et que quand on veut faire des réformes en profondeur qui sont nécessaires, on se heurte à des forces qui sont d'une violence inouïe. Voilà, et donc moi j'estime que je fais mon travail vis-à-vis de mes étudiants, vis-à-vis des gens qui m'ont fait confiance. Je n'ai pas gaspillé l'argent public, on laisse une somme très confortable pour les gens qui vont devoir s'en occuper. En principe, ceci doit être officialisé la semaine prochaine. Et donc, bien sûr, je souhaite bonne chance aux gens qui s'occupent de ça. Et je pense que cette première étape étant passée, la cible essentielle étant retournée à son travail de base, je souhaite surtout à mon successeur qu'il ne soit pas harcelé comme j'ai pu l'être pendant toute cette période. Voilà, donc j'en ai tiré une expérience qui a des très bons côtés. Il y a des gens qui ont été d'une gentillesse et d'une tout à fait extrême et tout à fait extraordinaire. Il y a des gens qui se sont révélés être ce que moi mes parents m'avaient raconté être pendant la période de l'occupation. Il y a des gens, la délation, des lettres anonymes. L'État se préoccupe de lettres anonymes, ce qui est contraire il y a des arrêtés de la Cour de cassation et de la Cour de justice européenne qui interdit de se servir de documents anonymes pour pouvoir accuser les gens. C'est illégal, même si c'est des corps d'État qui utilisent ça. C'est honteux et c'est illégal. Donc il faudra bien qu'après, une fois que toute cette émotion sera retombée, qu'on revienne à des choses normales. Et puis on ne peut pas passer son temps à insulter les gens, à les calomnier, et ensuite se scandaliser que les gens se défendent. Enfin, on est arrivé là, pas que moi d'ailleurs, notre monde est arrivé à un niveau d'excitation, de délire, de dénonciation qui rend la vie très difficile ici, quel que soit le niveau. Dès que quelqu'un accède à un niveau de notoriété, il est l'objet de dénonciation, de calomnie, d'accusations. Enfin, on ne peut pas vivre ensemble comme ça. D'un moment, il va falloir, je sais pas. Je pense que d'ailleurs, c'est bien que les législateurs soient maintenant intéressés par ça, parce que c'est Montesquieu qui disait ça. Le législateur doit s'appliquer la loi, et donc il faut bien faire attention avec toutes ces lois qui sont en train d'être faites, qu'elles ne s'appliquent pas en premier à ceux qui ont voté les lois. Il faut faire attention parce que il y a une dérive des lois pour répondre à des alertes médiatiques, si vous voulez, sont intenables et ensuite qui nuisent à ceux-mêmes qui ont fait ces lois. Donc il faut faire attention à pas multiplier les lois de punition qui interdisent de parler, qui interdisent d'agir, qui interdisent de faire, parce que dans le coup de l'émotion, on a rajouté une loi. Donc il faut faire très attention. On peut penser que la poursuite par les médias de tout le passé des gens qui ont une notoriété ou qui sont arrivés aux affaires amènera à avoir une réflexion législative et juridique à cette question, sinon nous n'arriverons plus à vivre ensemble. En attendant, écoutez, moi j'estime que j'ai fait mon devoir, ce qui m'intéresse. Après, le temps triera, vous savez, entre les excitations actuelles et puis ce que dira le temps, une différence, et j'espère que le temps sera de mon côté. Voilà.